Alors on est deux à faire cette intervention avec Laurent Salard. Effectivement, l'ADRC, la Sorbonne Nouvelle, l'IRCAO, c'est une longue histoire qui remonte au fameux colloque sur la cité et le cinéma. Et on est vraiment ravis, toutes les deux, d'être là pour vous présenter un exposé qui vise à prendre la hauteur, en tout cas, de parcourir un peu la manière dont les études cinématographiques que nous représentons et les études sur les médias, puisque nous sommes toutes les deux chercheuses dans ces domaines, ont pu travailler ces questions de crise environnementale, sous quel angle et comment pour arriver jusqu'à la salle de cinéma. Donc c'est à moi de commencer avec la partie plus, mise en perspective. Et puis Laurence va apporter quelques éléments d'enquête empirique et vous montrer comment les universités aujourd'hui travaillent avec tous les acteurs de l'écosystème pour faire avancer à la fois la réflexion, mais aussi dans une perspective plus enrichir la recherche des données. Donc, je commence. L'intérêt des domaines que nous représentons ici pour l'environnement s'est développé vraiment progressivement à partir des années 60 et des années 80, avec la montée des préoccupations environnementales et la médiatisation des crises écologiques. Ce qu'on appelle aujourd'hui dans nos domaines le Green Media Studies trouve ses origines dans les mouvements de l'éco-critique, dans les champs des études littéraires et culturelles, les termes même de éco-critique étant utilisés pour la première fois à la fin des années 70. Donc depuis les années 90, l'éco-critique s'est rattachée à divers contextes théoriques et notamment aux études cinématographiques et audiovisuelles, les études sur le média. Donc au début des années 2000, vous voyez déjà qu'il y a un gap entre les décennies, ce qui n'est pas rassurant aussi sur le rythme de la recherche. Cette approche s'étend au cinéma et aux médias avec l'émergence de Green Media Studies et la notion de éco-cinéma. Les premiers travaux vont se focaliser sur des questions purement de représentation de la nature, de la médiatisation des catastrophes, ainsi que sur les récits écologiques dans les films. On va s'intéresser par exemple à la manière dont les rédactions de médias et la professionnalisation des journalistes vont progressivement amener ces médias à traiter des crises environnementales. À ces stades, donc, l'analyse porte surtout sur les textes médiatiques, l'étude des messages que véhiculent les médias et la manière dont ces mêmes médias mobilisent les publics et, sur ces enjeux écologiques et mobilisent aussi les politiques publiques. Il n'est alors pas encore question d'impact matériel des médias. Cela va changer à partir des années 2010 et 2020 avec cet élargissement du champ d'études, des messages médiatiques et des représentations dans les films vers davantage une approche globale et plus critique des pratiques industrielles dans ces secteurs. Marquons ainsi l'idée que l'industrie audiovisuelle entretient une relation extractive avec l'environnement et que le cinéma est une industrie matérielle avec une très forte empreinte écologique. Donc la matérialité des médias et des infrastructures numériques est réexaminée et réévaluée par des chercheurs comme Bozak qui remettent en cause l'idée d'un numérique immatériel. Elle pointe du doigt l'apparente immatérialité du numérique parce qu'il dématérialise de flux physiques et réduit les normes d'intermédiaires et nous incite à considérer qu'il est plus éco-responsable, finalement, ce qui n'est pas toujours forcément le cas. The Shift Project en 2015 arrive à la même conclusion. Les technologies numériques ne sont pas que des outils virtuels, il y a bien de supports physiques, même si nous n'en percevons pas directement la matérialité au travers des actions qu'ils permettent. Donc ignorer ces infrastructures, les salles, les terminaux, les réseaux, au profit de la rhétorique, la dématérialisation, conduit, in fine, à dissimuler les économies politiques qui façonnent l'information et la création, la protection de la propriété intellectuelle et, ce qui nous intéresse ici, les coûts écologiques des technologies de l'information. Dans le domaine du cinéma, l'une des plus précieuses contributions des dernières années vient de ce qu'on appelle l'histoire environnementale. Et il faut dire que l'histoire, dès les années 70, prend cette perspective environnementale permettant de concevoir l'environnement autant comme objet que comme mode d'étude.
Dans le domaine du cinéma, cette histoire environnementale inspire des travaux les plus novateurs. Elle pose la base d'un décentrement théorique et méthodologique qui permet de prendre de meilleure manière en compte la matérialité de la pellicule jusqu'au numérique, mais aussi la pluralité des acteurs, les humains et les non-humains. Cependant, si les recherches regroupées sous la bannière de l'éco-cinéma ou cinéma environnemental permettent de reconnaître que le cinéma est une industrie matérielle et surtout que l'art cinématographique et les imaginaires écologiques qu'elle véhicule permettent de construire le débat public sur les politiques environnementales et se concentre principalement, vous l'aurez compris, sur les textes cinématographiques, sur les dimensions esthétiques des films et les processus de création de ces enjeux écologiques. Donc cette focalisation, dans un premier temps, va totalement occulter l'examen des conditions de production, tandis que la distribution et la diffusion, l'exploitation, demeurent encore un peu, aujourd'hui, relativement peu explorées dans la recherche. L'étude de l'impact écologique de la fabrication de films constitue ainsi un objet relativement récent de recherche. On peut citer, je viens de le faire, le travail de Nadia Bozak, qui aborde l'industrie cinématographique comme une industrie écologiquement située, révélant les effets environnementaux souvent ignorés de la production, mais aussi la consommation des films. Les coûts écologiques cachés des productions hollywoodiennes sont ainsi mis en évidence, révélant pour Hollywood en particulier une relation profondément extractive. Comme le souligne Hunter Vaughan, Hollywood peut être envisagé comme une espèce invasive, transformant les milieux naturels afin de les adapter à sa guise et à ses besoins, tout en tendant à invisibiliser, voire à minimiser complètement les coûts environnementaux de ces activités. Concernant la recherche francophone, c'est surtout à travers les mémoires qui sont réalisés dans les écoles, pour citer la FEMIS par exemple, ou dans les formations universitaires sur le cinéma, que la question de l'écoproduction va émerger comme objet d'étude. On peut néanmoins noter l'étude de Charlotte Bédola sur les enjeux environnementaux des studios de tournage, à partir de l'étude de Provence Studio et de Peak Studio dans la région sud en 2025. Et surtout, comme va le rappeler Laurence dans quelques instants, le cadre de recherche partenariale pluridisciplinaire avec les professionnels et les institutions. S'agissant des lieux de diffusion, les musées, les expositions temporaires, les théâtres, les festivals, les concerts de musique ont tous fait l'objet d'études académiques où des facteurs comme la mobilité des publics, mais aussi les échanges internationaux d'œuvres ont clairement été identifiés parmi les principales sources d'empreintes carbone. Mais ces études soulignent aussi le manque de données, des données standardisées, la nécessité d'une approche aussi holistique, à la fois environnementale, mais aussi sociale et culturelle. C'est dans le cadre des approches du management culturel que nous trouvons aujourd'hui quelques travaux intéressants qui tentent non seulement d'opérationnaliser la décarbonisation de ces secteurs, mais d'étendre la définition de la soutenabilité environnementale au concept d'éco-responsabilité. Comme les soulignent Judith Mayer et Andrew Smith, les travaux existants dans le management culturel partent trop souvent du principe que la durabilité signifie réduire les impacts environnementaux négatifs, au détriment d'autres aspects de paradigme de la durabilité qui sont tout aussi importants, les questions sociales étant considérées comme hors de cadre des débats sur la durabilité, sans prise en compte des interrelations environnementales, culturelles et économiques. L'étude de l'impact environnemental de la diffusion dans le cinéma suit un schéma assez similaire d'opérationnalisation, adoptant une approche comparatiste qui se concentre majoritairement sur la diffusion numérique via les plateformes, en contraste avec les circuits de diffusion physiques. Le rapprochement méthodologique avec les études plutôt sur l'industrie musicale est ici assez évident. Il y a un transfert un peu des méthodes, et on peut citer le travail de Kyle Devin, dont Decomposed, qui est l'un des premiers à avoir montré que tous les supports, y compris le numérique, ont leur impact carbone, et que contrairement à l'idée reçue, les numériques n'a pas réduit, mais plutôt déplacé, et parfois aggravé, l'empreinte carbone. Il donne l'exemple d'un album streamé 1000 fois, qui peut, selon lui, avoir une empreinte carbone supérieure à celle d'un CD fabriqué et transporté.
Des recherches comparatives sur l'impact de différents formats de diffusion dans les industries audiovisuelles et vidéoludiques sont assez fréquentes, mais dans la littérature plutôt anglo-saxonne, dans les années 2010. Ces études sont très intéressantes à plusieurs égards. Elles essayent de développer des méthodes de mesure permettant de comparer la distribution physique des films, mais aussi des jeux vidéo à celle dématérialisée sur le plan de l'efficience environnementale. Elles sont réalisées pour la plupart avant l'accélération, la plateformisation. Donc ce paramètre est vraiment à prendre en compte, mais ils ont un intérêt vraiment particulier à la fois pour la recherche et les professionnels. D'abord parce que leurs conclusions ne sont pas univoques. Certaines suggèrent que le numérique offre à cette époque un avantage qui est conditionné bien évidemment à un certain nombre de facteurs, tandis que d'autres estiment que lorsqu'on examine chaque catégorie d'impact, aucun mode de distribution ne se révèle globalement moins néfaste. Ces résultats soulignent à la fois la question de ce qu'on mesure, le problème de l'évaluation quantitative, et donc de la transparence des données, mais surtout la nécessité d'adopter une approche globale et multifactorielle. Ensuite et surtout, ces études sont particulièrement intéressantes car elles s'accordent plutôt sur un point, l'augmentation et la consommation des contenus sur les plateformes et les traitements de la transmission des données, finalement, vont entraîner une hausse considérable de la consommation énergétique totale liée au streaming. Et donc, on ne parlera plus de streaming éco-responsable ou de green streaming. Elle considère également que la diminution de l'énergie liée au déplacement de public dans les lieux physiques doit être accompagnée par les politiques publiques visant à améliorer significativement l'efficacité énergétique de la transmission des données pour que le streaming, peut-être, gardera un avantage à terme sur le plan de coûts environnementaux. Au final, la question centrale que soulèvent ces études n'est pas tant de savoir si les streamings deviendra plus impactant que les modes de distribution physique, mais quand cela se produira. En effet, sur le passage au streaming est souvent présenté dans ces premières études comme plus économe en énergie, une part importante des gains vont s'expliquer en réalité par ce qui se passe chez les utilisateurs finaux, c'est-à-dire le renouvellement de divers équipements, des appareils plus récents, plus efficaces sur le plan énergétique. Et nous arrivons maintenant à la question qui nous réunit. Dans le cadre de la recherche académique, quelle place est finalement accordée à l'étude des salles sous l'angle environnemental? Il est assez surprenant, j'ai un regret particulier sur ce point, que par rapport à la toute consommation vidéo, le streaming, la salle de cinéma n'a pas fait l'objet, en dehors de milieux professionnels et des rapports institutionnels, comme celle de l'ADEME et du CNC, dont on parlera dans un instant, d'aucune étude empirique comparable à celle menée sur l'industrie musicale, l'industrie vidéoludique ou les services de streaming. Cela pourra changer puisque les données commencent à nous arriver. Et c'est là tout l'intérêt de recherche partenariale, c'est que la recherche a besoin aussi d'accéder à des données fiables. Donc, parmi les rares exceptions, ce sont les travaux de Clémence Alamand et Anne-Laure Georges Mollon qui ont contribué à faire émerger dans la recherche l'idée que l'écologie du cinéma ne se joue pas seulement sur le plateau, mais dans tout l'écosystème de diffusion et dans les salles. Réalisée dans une perspective plutôt qui est la nôtre, communicationnelle, à base d'entretien qualitatif, ces travaux interprètent la démarche éco-responsable des salles comme un enjeu à la fois économique, mais aussi, la présidente l'a rappelé, relationnel, communicationnel auprès des élus, des prestataires et du public lui-même, voire un véritable enjeu de positionnement stratégique, de différenciation face aux autres salles. Et là, je vous livre mon analyse très personnelle. Le renouvellement de valeurs, la mobilisation de la société civile, le changement de pratiques de consommation, même si la dynamique collective est sous pression en 2025 et en 2026, appelle l'exploitation cinématographique à devenir un véritable levier de mobilisation, de sensibilisation et d'éducation pour favoriser un changement durable de comportement, mais aussi des politiques.
La notion de cinéma vert illustre cette préoccupation des salles et l'envie de valoriser des initiatives exemplaires. Au cœur de la cité et de l'économie créative, les salles ne sont pas seulement des lieux de projection qu'il faudra concevoir et adapter à des nouvelles normes respectueuses de l'environnement qui vont intégrer des critères de sobriété, de réduction de déchets, de qualité de l'air, de l'accessibilité durable. Elles constituent, en mon sens avant tout, un écosystème de consommation et de diffusion capable d'engager un large éventail de partenaires, des architectes, des bureaux d'études, des fournisseurs, des prestataires, des distributeurs, jusqu'aux spectateurs, dans une démarche responsable sur le plan environnemental, mais aussi, disons-le aujourd'hui, citoyen. Et ils ont aussi un rôle à jouer dans la valorisation des récits, promouvant une philosophie environnementale très forte. En ce sens, la salle durable agit comme un levier stratégique des durabilités, intégrant les principes écologiques à chaque étape de la chaîne cinématographique, de la conception et la production des récits à l'aménagement et la gestion des salles. Elle peut aussi favoriser une approche systématique, ô combien utile aujourd'hui dans un monde très normé, qui inscrit les cinémas dans une logique globale de responsabilisation à la fois environnementale et citoyenne. C'est ça, être une fenêtre ouverte sur le monde. Je vous remercie. Et je passe la parole à Laurence pour ce deuxième temps de mise en perspective de terrain. Oui, ça sera un peu plus concret, mais merci beaucoup de cette introduction qui rend compte du paysage scientifique autour de ces questions. Alors, donc, c'est un grand plaisir d'être parmi vous, donc en tant que chercheuse à l'IRCAV, à Sorbonne Nouvelle, et chargée de mission en recherche partenariale. Donc, c'est cette recherche que l'on fait, bien sûr, avec les professionnels et une vision de la science pour et avec la société, voilà, que l'on souhaite partager ici également, qui est un peu notre vision de la recherche au sein de l'IRCAV. Alors, donc je vais passer très vite parce que, voilà, je vais passer tout à l'envers, parce que la pensée est vivante et donc je vais tout reprendre à zéro. Non, je plaisante. Donc, l'idée ici, c'est de partir de la salle, hein, comme l'a indiqué Kira, et de s'intéresser à la fois à ce qui est projeté, au bâtiment, mais également donc aux conditions de production donc des films. Et je m'étais intéressée à cette question de la salle un peu comme un laboratoire, comme de la redirection écologique, parce que d'une certaine façon, tous les éléments sont présents. Il y a de la matérialité, il y a des fluides, de l'énergie, de l'eau, il y a des déchets, il y a de la mobilité. Et donc tous ces points sont des points critiques au plan environnemental. Et puis il y a bien sûr des films qui sont projetés. Et donc il y a des récits dans lesquels justement on peut aussi promouvoir de nouvelles visions du monde. C'est tout ce qu'on appelle les films à impact. Et aujourd'hui donc il y a ce levier bien sûr de l'abaissement de la matérialité, notamment dans le secteur exploitation, diffusion. Mais il y a également ce levier que j'appelle le diégétique, c'est-à-dire le levier justement des récits, tout ce chantier des nouveaux récits, des représentations culturelles, des imaginaires. Et là, je vais vous parler d'un autre segment qui est peut-être moins vu, moins connu, qui est le levier profilmique, c'est-à-dire la question des choses que l'on met à l'écran, donc cette interface entre justement ce qui sera le monde du film et ce qui est justement le monde de la production, les conditions de production. Et ce levier profilmique, il nous a été inspiré justement lors d'une enquête, donc là je vais revenir en avant, que nous avons menée avec Laurent Creton, qui est ici présent dans la salle. Je crois que j'ai voilà. Qui est donc présent ici dans la salle et avec lequel donc nous avons mené
une enquête sur les démarches d'écoproduction dans le secteur cinématographique et audiovisuel. Donc avec Laurent Creton, Nathan Benkemoun qui est professeur en sciences de gestion et José Alloy qui est physicien, professeur en physique et expert en soutenabilité. Et dans le cadre de cette enquête, donc, nous avons donc pu travailler avec l'association EcoProd, dont la calculette carbone est homologuée par le CNC dans sa politique d'éco-conditionnalité des aides, qui fait partie donc de ce vaste plan action, mais qui justement intervient aussi sur le segment production. Et nous avons plus particulièrement travaillé sur une phase exploratoire du label EcoProd, donc qui récompense les productions les plus sobres. Donc c'est un mécanisme de gratification qui n'est pas justement la sanction, mais qui est plutôt l'incitation et la gratification donc à expérimenter de nouvelles façons de produire en abaissant justement son empreinte environnementale. Donc dans cette étude qui est donc publiée ce mois-ci aux éditions Peter Lang, en anglais mais surtout en français, eh bien, nous nous sommes intéressés donc à trois types d'impact. L'impact organisationnel, c'est-à-dire comment justement éco-produire au plan des équipes et de toutes les questions, on va dire, de rapports sociaux qui se mettent en place dans le cadre d'une éco-production. Toutes les questions budgétaires, c'est-à-dire on a pu avoir accès aux devis de 44 productions qui ont été volontaires dans le cadre de cette étude. Et donc ça nous a amené justement à remettre en place une idée reçue sur le surcoût qu'entraînerait une écoproduction. Ce qu'on a pu montrer, donc devis et bilan financier à l'appui, c'est que en anticipant et donc dès finalement le projet de production, en anticipant l'écoproduction, il y a au contraire plutôt des économies qui sont faites, puisque ce sont des investissements en équipement qui vont pouvoir être réutilisés. Donc on a plutôt des économies, et les surcoûts interviennent justement lorsque il n'y a pas eu finalement d'implication soit de l'équipe, soit de prévision de l'écoproduction donc dès les phases de projet. Et ensuite, on s'est intéressé aux impacts environnementaux, et c'est plutôt cette dimension-là que je vais développer, puisque on a donc pu avoir accès. On a pu donc avoir accès à toutes les données du Carbon Clap qui étaient donc utilisées par ces productions volontaires, qui étaient plutôt des productions fiction, mais aussi documentaires, du flux et de la publicité. Et donc, à partir de ces données qui étaient à la fois qualitatives, à partir d'entretiens de 2h30, voire 4 heures, quand on discutait des questions de liberté de création, etc. Et puis des enquêtes complémentaires sur le métier d'écoproduction qui émergeait, plus des données quantitatives, donc qui étaient les questions de budget, les temps de préparation, les temps alloués à la démarche, les actions mises en place, mais également donc tout ce qui était les bilans carbone issus donc du Carbon Clap. On a pu donc s'attacher à la dimension plutôt des impacts environnementaux. Et donc ça, en tant que résultat, voilà, on a pu mettre en avant que ce sont essentiellement les questions de mobilité, les questions de matérialité au plan des décors notamment, et les questions d'alimentation, les déchets et les questions d'énergie qui sont les plus impactantes. Et ce qu'on a pu donc modéliser avec l'équipe d'écoproduction, d'EcoProd, notamment Luca Boubel qui est le carbone manager d'EcoProd, on a pu donc modéliser les abaissements sur différents points
donc l'abaissement de l'empreinte environnementale quand le label et toutes les actions qui sont proposées par le label sont mises en place. Donc des abaissements sur la question des matérialités, donc des matériaux quand il s'agit de réemployer et d'aller par exemple trouver en seconde main tout ce qui va être du côté de l'habillement, etc. Les questions de mobilité, donc ça, les questions de covoiturage, sur l'alimentation, les végétalisations des repas, et sur les questions d'énergie, le recours moindre à notamment des groupes électrogènes. Donc on voit concrètement un abaissement de ces différentes empreintes lorsqu'il s'agit de mettre en place ce label. Donc on observe donc une efficacité de ces actions. Alors ça nous a amené à prendre en considération deux points. C'est-à-dire que, d'une part, c'était une enquête qui était réalisée avec des professionnels qui étaient engagés, qui étaient donc des volontaires, et qui ont finalement expérimenté sur leur tournage et leur production d'autres façons de faire, d'autres façons de produire. Et donc c'est une autre expérience du tournage qui a été mise en place par ces différents professionnels, avec cette vision d'un secteur qui pourvoit en récit et donc en imaginaire, donc qui a un fort impact, et qui paradoxalement s'est attaché à baisser son empreinte matérielle du côté justement plutôt des poubelles, des déchets, de ce qui n'est pas, on va dire, de sa trivialité. Et donc ça, c'est vraiment un point qui était assez remarquable, cette façon dont finalement un secteur qui pourvoit en imaginaire, s'attelle et se met au travail de façon assez empirique, assez pratique et assez expérimentale. Et donc c'est ce droit à l'expérimentation qui était souvent, et ce goût de l'expérimentation qui était souvent mis en avant. Et puis on a pu aussi observer que il y a à la fois des marges d'action dans ce qui est par exemple mobilité, matérialité, alimentation. Donc ce sont les 3 points dans lesquels le secteur a des marges d'action, mais toutes les dépendances infrastructurelles type énergétique et voire la mobilité aussi, toutes ces dépendances infrastructurelles finalement constituent des leviers, mais bon, pour tous les secteurs en fait. Voilà, donc ça met en avant nos interdépendances à la fois nationales, mais on le voit aujourd'hui planétaires sur ces questions d'énergie et donc de mobilité. Donc ça permet aussi finalement de délimiter les segments sur lequel on peut agir dès à présent, et ceux sur lesquels il faut agir également dès à présent, mais avec donc des effets peut-être à plus long terme, ou en tout cas sur des échelles différentes que celles par exemple d'un tournage ou d'un pays ou d'une échelle nationale. Donc ça mettait en jeu tout un ensemble d'échelles en termes d'espace et de temps qui était assez intéressante à faire émerger, notamment cette idée que finalement il faut agir dès qu'on a la possibilité, et puis continuer à s'engager justement sur des segments un peu plus complexes, supposant de l'interdépendance, en prenant en compte l'échelle planétaire elle-même. Et donc c'est ce que José Alloy avait donc proposé, c'est-à-dire de mettre en phase ce secteur de la production audiovisuelle avec justement le régime climatique, c'est-à-dire d'une mise en phase avec les cycles bio, géo, physiques, chimiques de la Terre, et donc de penser finalement une production dans les limites planétaires, ce qui a amené donc à penser peut-être à développer d'autres indicateurs qui ne soient pas forcément les indicateurs carbone qui sont les plus génériques, mais des indicateurs de matérialité qui peuvent être plus adaptés pour le secteur audiovisuel, puisque c'est un secteur qui a une grande matérialité, y compris côté numérique, puisque ce que tu disais, Kira, notamment le recours à la numérisation généralisée,
induit en fait une rematérialisation justement du numérique, puisqu'il y a des effets rebonds au streaming, voilà, il y a notamment une étude de l'ADEME qui s'appelle Numérisation des services culturels de 2021, qui explique bien les effets rebonds à la numérisation, c'est-à-dire on pense économiser en déplacement, donc en mobilité, et en fait on va augmenter l'empreinte énergétique et qui est très forte, notamment au moment de la fabrication des terminaux. Et souvent, on va mieux s'équiper en terminaux et ça va supposer de faire fonctionner des data centers. Donc, en fait, le ratio n'est pas très favorable pour le streaming. Donc, alors, pour conclure, finalement, les conclusions de cette enquête nous a mené à prendre en considération le levier profilmique comme peut-être justement une interface qui serait commune à toutes les branches de la filière, hein, puisque un grand débat à l'issue des entretiens consistait à se poser la question justement de l'éditorial et donc finalement peut-être de penser des relectures environnementales ou des green flags dans les scénarios. Et donc là, c'était les questions de liberté, de création, etc. qui étaient en jeu. Mais il semblait avoir un consensus sur justement la question des choses que l'on mettait à l'écran. Notamment tout un ensemble de clichés de mise en scène qui sont les raccords mouvements par voiture, le fait par exemple d'arroser les trottoirs avant les prises de vue, tourner un film, une séquence dans la nuit, dans la neige, etc. Donc il y avait tout un ensemble de possibilités de réfléchir dans la mise en scène et dans le scénario à peut-être des aberrations écologiques. Et ça, c'est un levier également qui n'est pas finalement diégétique, parce que c'est pas le monde du film raconté qui est en jeu, mais c'est justement toute la matérialité qui à la fois va être représentée à l'écran et qui est présente sur le tournage qui est en jeu. Donc c'est un segment assez peu mis en avant, mais qui peut justement aussi être un levier d'abaissement de l'empreinte matérielle, puisque ça joue sur les représentations. Donc quand on voit moins de voitures à l'écran peut-être, ou quand les raccords mouvements ne sont plus en voiture, ou quand les scènes d'amour ou de secrets d'affaires ne se passent plus dans des voitures, ça peut avoir aussi des enjeux sur les représentations. Donc voilà, ça c'était aussi un des acquis de cette enquête. Et alors donc elle nous a amené à considérer justement la façon dont des professionnels prennent ce goût de l'expérimentation pour justement s'engager à tous les niveaux dans l'abaissement de l'empreinte environnementale du secteur, à la fois donc dans les conditions de production, dans ce qui va être mis à l'écran et donc ce qui sera finalement représenté dans le cadre d'une salle de cinéma. Et donc c'est une enquête qui est un peu une première dans ce segment de l'écoproduction. Donc voilà, on espère que d'autres enquêtes pourront consolider ces résultats. Puisque, comme l'a dit Kira, là, on a besoin à la fois de données empiriques, on a besoin d'enquêtes qui soient menées donc avec des professionnels, notamment aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui renouvelle quelque peu les données. Puisque là, on a une empreinte autour du numérique et des data centers, etc., qui explose. Donc, il y a un besoin de la recherche, mais justement, toujours articulé avec les pratiques des professionnels. Voilà, donc je vous encourage à lire les résultats de cette enquête pour pouvoir justement envisager la suite dans un moment où toutes les questions d'énergie, de matérialité sont de plus en plus critiques et la question des interdépendances
et de plus en plus patente. Hein, voilà. Donc c'est vraiment cette prise en considération qu'un tournage ou qu'une production ou que le secteur n'est pas hors sol. Et donc il y avait vraiment l'idée d'une prise de conscience de faire atterrir le secteur audiovisuel qui se pense souvent, comme tu le disais, Hollywood est au sujet d'Hollywood, qui se pense souvent parce qu'il crée de l'imaginaire comme un secteur hors sol, mais c'est un secteur extrêmement matériel. Et cet atterrissage, on le voit, il peut s'effectuer dans toutes les branches de la filière. Et il est nécessaire, voilà, pour faire en sorte que ce secteur s'aligne justement sur les limites planétaires qui sont celles de tous les secteurs d'activité que l'on connaît. Voilà, merci beaucoup. Tu veux qu'on prenne des questions? Je sais pas, on a peut-être 2-3 minutes si vous souhaitez poser des questions. Les équipements numériques, les terminaux. Non, c'était avant ça. Sur les streaming, les équipements à domicile? Sur l'anticipation au niveau de l'éco-production, vous avez parlé donc des équipements qui sont comme un investissement et qui représentent des économies pour les productions. Oui, tout ce qui va être... Bon, alors ça, c'est beaucoup pour les bureaux de production, mais ça paraît... mais ce sont, bon, par exemple, ou alors pour les équipes décor, c'est-à-dire pour nettoyer les pinceaux, des feuilles de décor qu'on peut réutiliser, tout ce qui va permettre finalement des réutilisations, donc qui peut sembler ou des fontaines à eau ou des machines à café à broyage, voilà, donc typiquement des bouteilles en verre, etc. Tout un ensemble de rééquipements qui ne soient pas du jetable et qui permettent justement d'être réutilisés. Donc tout ce qui va vers la réutilisation, le réemploi, la durabilité, ça paraît être parfois un investissement parce qu'on est justement dans cette culture du jetable. Et donc il y a à un moment donné, il faut peut-être investir au préalable, mais à partir du moment où vous avez ces équipements, que leur réutilisabilité est justement leur intérêt, vous avez des économies puisque vous n'êtes pas obligé de racheter à chaque fois des équipements. Voilà. Donc c'était vraiment l'idée d'aller vers le réemploi, le réutilisable, le durable. C'est ça, ouais. Donc, il y avait cette idée dans le rapport d'un capital matériel, c'est-à-dire qu'on investit dans des équipements qui sont ceux de la maison, ceux du studio de production et qui sont réemployables. Bon, ça, voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci.